À 20 ans, elle a été abandonnée par son propre père et a fini par être sauvée par un millionnaire. Élise Dufour avait toujours cru que, malgré les silences, malgré l'absence d'étreinte ou de mots doux, il restait un noyau de tendresse quelque part en son père. Elle croyait que ce cœur usé, souvent fermé comme une porte rouillée, battait au moins un peu pour elle. Elle s'était convaincue que son austérité cachait une forme maladroite d'amour, un amour tordu, sec, mais présent. Mais ce soir-là, ce soir où les nuages gris semblaient vouloir avaler la ville entière, elle comprit que certaines croyances ne sont que des illusions que l'on s'impose pour ne pas tomber. Toulouse respirait la fin d'automne. Les feuilles mortes s'accumulaient sur les trottoirs, trempées par une pluie fine et insistante. Dans le petit appartement du quartier des Minimes, une odeur de soupe froide flottait encore, sans appétit. Marc Dufour, assis à la table, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur un point imaginaire au mur, venait de prononcer une phrase que sa fille n'oublierait jamais. « À partir d'aujourd'hui, tu te débrouilles seule, Élise. » Il ne cria pas. Il ne haussa même pas le ton. C'était dit comme une évidence, comme une décision prise depuis longtemps, qu'il énonçait enfin. Elle resta figée. Le bol entre ses mains tremblait légèrement. La chaleur du liquide lui semblait soudain étrangère. Les mots flottaient encore dans l'air comme des cendres incandescentes. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» murmura-t-elle, bien qu'elle eût parfaitement compris. Il soupira, se leva lentement, contourna la table sans même croiser son regard. « Tu as 20 ans. Ce n'est plus mon rôle de m'occuper de toi. Tu n'apportes rien ici. Tu ne fais qu'ajouter des dépenses. Je ne peux plus. » Chaque mot était un coup. Pas brutal. Non, c'était pire. C'était froid, méthodique, presque administratif. Comme si elle n'était plus qu'un fardeau logistique dont il se libérait enfin. Élise tenta une dernière fois de saisir quelque chose, un éclat d'humanité dans ce regard devenu opaque. « Maman n'aurait jamais... » Il la coupa sèchement. « Ta mère n'est plus là. Elle n'a pas eu à vivre ce que moi j'endure depuis des années. Elle n'a pas vu à quel point tu restes enfermée dans tes livres, tes rêves absurdes de devenir maîtresse d'école alors qu'on peine à payer l'électricité. » Elle sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle refusa de pleurer devant lui. Ce serait encore lui accorder du pouvoir. « D'accord, » souffla-t-elle, « si c'est ce que tu veux. » Il ne répondit rien. Il tourna le dos et retourna dans le salon, alluma la télévision comme on ferme définitivement une porte. Alors Élise se leva. Elle monta dans sa petite chambre mansardée, attrapa son vieux sac à dos, y glissa quelques vêtements, son portefeuille presque vide et son carnet où elle écrivait parfois, quand l'angoisse devenait trop forte. Elle hésita en prenant une photo jaunie de sa mère, puis la serra fort contre son cœur avant de la glisser entre deux pages. Elle descendit sans bruit, pas un mot, pas un regard en arrière. La pluie s'était intensifiée, drue, glacée, presque violente. Elle referma la porte d'entrée et descendit les marches de l'immeuble comme en transe. Une fois dans la rue, elle marcha sans but, simplement portée par l'élan du rejet. Les pavés résonnaient sous ses pas trempés. Son manteau, trop fin, collait à sa peau. Ses cheveux ruisselaient, ses mains étaient rouges de froid. Elle ne savait pas où aller. Aucun ami proche, aucun parent encore en vie ou joignable. Depuis la mort de sa mère, 2 ans plus tôt, son monde s'était progressivement effrité. Son père, rongé par l'amertume et les dettes, avait changé. Il était devenu un mur. Et maintenant, il avait décidé d'ériger ce mur entre eux définitivement. Elle quitta Toulouse à pied, suivant sans réfléchir la direction d'Albi. La pluie ne cessait pas. La nuit tomba vite, enveloppant tout dans une obscurité oppressante. À chaque pas, ses chaussures s'alourdissaient de boue. Elle n'avait ni parapluie, ni plan. Seulement l'envie de mettre le plus de distance possible entre elle et cette phrase qu'elle entendait encore résonner dans sa tête, « Tu te débrouilles seule ». Vers minuit, elle atteignit une petite route secondaire, bordée de champs noyés dans le noir. Les lampadaires étaient rares, et les rares voitures qui passaient ne ralentissaient pas. Elle avait froid, elle avait faim, mais elle refusait de s'asseoir, comme si s'arrêter signifiait abandonner. Son corps, pourtant, commençait à la trahir. Ses jambes devenaient lourdes, sa vision floue, et chaque respiration lui rappelait combien elle était seule. Puis, après ce qui sembla une éternité, elle ne put plus continuer. Elle s'écroula sur le bas-côté, à moitié dans la boue, les bras autour d'elle-même. Les larmes vinrent enfin, non pas des larmes de panique, ni même de douleur. C'étaient des larmes de fatigue,
d'un épuisement trop profond pour être crié. Elle ferma les yeux. 1 seconde, 2, peut-être 1 minute. Le temps n'avait plus d'importance. Elle aurait pu s'endormir là, laisser la pluie l'achever doucement, se fondre dans cette obscurité qui semblait vouloir la dévorer tout entière. Mais soudain, des phares aveuglants la sortirent de son semi-sommeil. Une voiture luxueuse, noire, silencieuse, qui freina brusquement à quelques mètres. Une portière s'ouvrit. Une silhouette descendit. Un homme, grand, les traits tirés, la mâchoire crispée par l'inquiétude, s'approcha à pas rapides. « Mademoiselle, vous allez bien? Vous m'entendez » Élise ne répondit pas. Elle n'avait plus la force. Elle sentit seulement des bras l'entourer, la soulever avec précaution. Un parfum de cuir et de pluie, puis la chaleur soudaine du cuir du siège arrière. Avant de sombrer, elle crut entendre la voix de l'homme adoucie par une inquiétude sincère. « Mais qu'est-ce que vous faisiez là, toute seule ?» Et elle s'évanouit. Les essuie-glaces balayaient nerveusement la pluie battante, mais la visibilité restait presque nulle sur cette route départementale sinueuse en pleine campagne. Laurent Bellamy, pressé de rentrer à sa maison de campagne après une longue journée de réunions et d'appels interminables, ralentit à peine lorsqu'il aperçut une forme indistincte sur le bas-côté. Il aurait pu croire à un animal ou à un sac abandonné si une intuition aiguë, presque viscérale, ne l'avait pas poussé à freiner brusquement. Un éclair illumina brièvement le paysage détrempé, révélant la silhouette d'une jeune femme recroquevillée, mi-consciente, trempée jusqu'aux os. Il stoppa net, ouvrit la portière sans réfléchir, son manteau de laine déjà trempé en quelques secondes. Ses chaussures de ville s'enfonçaient dans la boue alors qu'il se précipitait vers elle. Elle ne réagissait pas à ses appels. Sa peau était glacée, ses vêtements collaient à son corps comme une seconde peau détrempée. Ses lèvres, bleuies par le froid, tremblaient faiblement. Sans réfléchir davantage, il la souleva dans ses bras. Elle était si légère, comme si le vent pouvait l'emporter. Il la déposa avec précaution sur la banquette arrière de sa berline, referma la porte et remonta aussitôt au volant. Le chauffage poussé au maximum, il jeta des coups d'œil fréquents dans le rétroviseur. Elle ne bougeait pas. Ses paupières étaient closes, ses traits tendus. Laurent n'était pas homme à recueillir des inconnus sur le bord des routes. Sa vie, réglée au millimètre près, laissait peu de place à l'imprévu. Mais ce visage, ce mélange de détresse et de fragilité, avait brisé quelque chose en lui. Il prit la direction de sa maison à Castres, une propriété isolée qu'il utilisait rarement, sauf pour s'éloigner du tumulte parisien. En arrivant, il coupa le moteur et descendit de voiture, la pluie toujours battante. Il ouvrit la portière arrière, s'empara de la jeune femme toujours inerte et franchit le seuil de la maison d'un pas rapide. Il poussa la porte d'une chambre d'amis à l'étage, y déposa délicatement le corps glacé sur le lit. Sans perdre une seconde, il alla chercher des serviettes propres, une couverture chaude, et revint essuyer son visage, ses mains, ses cheveux. Il murmura presque pour lui-même. « Mais qu'est-ce que tu faisais seule, sous cette pluie, à cette heure ?» Elle gémit faiblement, ses yeux s'entr'ouvrant par instants sans parvenir à rester éveillés. Il n'insista pas. Il se contenta de veiller, assis sur le fauteuil en coin de la pièce, jusqu'à l'aube. Quand les premières lueurs du jour filtrèrent à travers les rideaux, elle dormait toujours, mais sa respiration semblait plus régulière. Lui, incapable de dormir, s'était contenté d'observer. Ce visage marqué par la fatigue et le froid, ses traits fins, l'intriguaient. Ce n'était pas seulement la beauté discrète de la jeune femme qui le captait, mais quelque chose d'indéfinissable, une forme de silence pesant, d'histoire non dite. En fin de matinée, elle ouvrit enfin les yeux. Elle se redressa avec difficulté, jetant un regard circulaire à la chambre lumineuse, aux murs clairs, aux meubles anciens. Elle semblait perdue. Lorsqu'elle le vit, assis près de la fenêtre, un livre à la main, elle sursauta, se couvrant instinctivement avec la couverture. « Où suis-je » demanda-t-elle d'une voix rauque. Il posa le livre, se leva lentement, gardant une distance respectueuse. « Vous êtes en sécurité. Je vous ai trouvé sur la route entre Toulouse et Albi, en pleine nuit. Vous étiez inconsciente, trempée, frigorifiée. Je vous ai amené ici, chez moi. Je suis Laurent Bellamy. » Elle le fixa méfiante. Ce nom ne lui disait rien. Il n'ajouta rien, pas d'explication superflue, pas de discours lénifiant, juste une présence calme. Elle hésita puis baissa lentement la couverture. « Merci » murmura-t-elle. Il hocha la tête. Il avait déjà appelé un médecin qui ne tarda pas à arriver en début d'après-midi.
Une vieille connaissance, discrète, habituée aux secrets de familles riches. Il ausculta Élise avec attention, diagnostiqua une hypothermie légère, une déshydratation avancée et un épuisement généralisé. Pas de blessure grave, mais un état de fragilité qui trahissait un vécu plus lourd que ne le laissait penser son jeune âge. Laurent écouta en silence. Puis, une fois le médecin parti, il apporta un plateau avec du thé, du pain grillé et un bol de soupe maison. Elle le remercia à peine, mais mangea tout en silence. Il ne posa aucune question. Pas sur son nom, pas sur son passé. Il se contenta d'être là, présent mais pas envahissant. Le soir venu, alors qu'elle restait allongée, les yeux fixés au plafond, il lui proposa doucement « Vous pouvez rester ici autant que nécessaire. Il n'y a personne d'autre dans la maison. Prenez le temps de vous remettre. » Elle hocha la tête sans répondre. Mais au fond d'elle, un étrange sentiment naissait. De la confusion, bien sûr, mais aussi une pointe de soulagement. Depuis longtemps, personne ne s'était soucié d'elle ainsi, sans rien attendre en retour. Elle ne connaissait rien de cet homme, sinon qu'il l'avait ramassé dans la boue sans poser de conditions. Pendant les jours suivants, la maison devint un cocon silencieux. Élise passait le plus clair de son temps dans la chambre ou assise près de la cheminée du salon, emmitouflée dans un vieux pull appartenant à la mère de Laurent. Il sortait rarement, organisant ses rendez-vous par visioconférence, annulant même un déplacement important à Marseille. Il ne comprenait pas vraiment pourquoi il faisait cela. Il y avait en elle une fragilité qui le touchait bien au-delà de la simple compassion. Elle ne parlait pas beaucoup, mais lorsqu'elle souriait, et cela arrivait peu, c'était comme une lumière brève dans une pièce sombre. Elle refusait toujours de dire son nom de famille. Il respectait ce choix. Il sentait que toute tentative de pression la ferait fuir. Un soir, alors qu'il rentrait d'une promenade, il la trouva endormie sur le canapé, un livre à moitié ouvert sur les genoux. La lumière douce de la lampe éclairait ses traits apaisés. Il resta un moment à l'observer, se demandant ce que cet inconnu allait changer dans sa vie si réglée, si parfaitement cadrée. Et pour la première fois depuis des années, il n'avait pas envie que les choses reviennent à la normale. Le troisième matin se leva avec un ciel gris uniforme, pesant sur la campagne endormie autour de la maison de Castres. Une fine brume effleure encore les arbres nus, et un silence presque surnaturel règne dans le domaine. Élise ouvre les yeux lentement, la gorge encore sèche mais le souffle moins court. Elle reste allongée un moment, observant le plafond blanc légèrement jauni par le temps. L'odeur de bois brûlé et de linge propre l'entoure, un mélange étrange, réconfortant. Elle n'a pas rêvé. Elle est bien là. Pas sur le bord d'une route, pas sous la pluie, pas dans la voix froide de son père. Mais ici, dans ce lit trop grand, dans cette maison inconnue, sauvée par un homme qu'elle ne connaît pas vraiment. Elle se redresse lentement. Ses muscles tirent encore. Ses tempes battent au rythme d'un corps fatigué, mais elle se sent un peu plus présente. En glissant ses pieds nus sur le parquet froid, elle aperçoit un pull en laine plié au bord du lit. Une carte est posée dessus. Prenez le temps, rien ne presse. Laurent. Elle fronce les sourcils, effleure les lettres à l'encre noire comme si elles allaient lui parler. Ce nom, elle l'a entendu il y a 2 jours, mais elle n'arrive pas encore à y associer une image nette. Il est là, quelque part dans la maison, sans doute, mais elle ne sait pas ce qu'il attend, ou s'il attend quelque chose. Elle descend lentement l'escalier, appuyée contre la rambarde, évitant de faire du bruit. La maison est vaste, décorée avec sobriété, mais sans froideur. Chaque meuble semble avoir été choisi pour durer, pas pour impressionner. Dans le salon, la cheminée est allumée. Devant, une table basse accueille un plateau avec du pain, du beurre, un pot de confiture, du jus d'orange et une bouilloire fumante. Laurent n'est pas là. Un mot seulement. « Servez-vous, Élise ». Elle reste figée un instant. Il connaît son prénom. Elle ne se souvient pas le lui avoir dit. Peut-être l'a-t-il entendu dans son demi-sommeil ou murmuré dans son délire. Elle s'assied prudemment sur le canapé, verse un peu de thé, beurrant lentement une tartine. Chaque geste lui semble à la fois familier et irréel. Elle mange peu, mais avec gratitude. Le feu craque doucement dans l'âtre. Le silence n'est pas pesant, il est presque doux, comme une couverture posée sur ses épaules. Elle se surprend à respirer plus profondément, à sentir son cœur battre avec moins de violence. Laurent entre enfin dans la pièce, un livre à la main. Il est vêtu simplement. Jean, pull bleu foncé, des lunettes glissées sur le nez. Lorsqu'il la voit éveillée,
Il s'arrête, sans sourire, mais un soulagement évident traverse son regard. « Vous avez meilleure mine ce matin », dit-il doucement. Elle hoche la tête, ne sachant pas trop quoi répondre. Elle n'a pas l'habitude d'être observée ainsi, avec attention mais sans jugement. Il s'approche lentement, pose le livre sur une étagère et s'installe sur un fauteuil à bonne distance. Elle remarque alors qu'il garde toujours une distance respectueuse, comme s'il avait appris à ne jamais franchir certaines lignes. « Je ne veux pas vous déranger, » dit-elle, la voix encore faible. « Je vais partir dès que possible. » Il penche légèrement la tête, sans froncer les sourcils, sans protester. « Vous êtes libre, mais vous n'êtes pas un dérangement. Ce serait dommage de quitter un endroit chaud pour retourner sous la pluie, non ?» Elle esquisse un sourire, malgré elle. Il ne cherche pas à la retenir, mais il lui offre un choix. Elle sent alors, pour la première fois depuis longtemps, qu'elle n'est pas enfermée. Les heures passent, ponctuées par quelques mots échangés, toujours brefs. Laurent ne la questionne jamais. Il parle parfois de choses légères, un roman qu'il a aimé, une anecdote d'enfance, des souvenirs de vacances près d'Arcachon. Rien de personnel, mais suffisamment pour briser doucement la glace. Élise l'écoute, sans trop réagir. Elle observe plus qu'elle ne parle, comme si elle tentait de comprendre qui est réellement cet homme au regard calme. Ce n'est qu'au 4e jour qu'elle ose lui poser une question. « Vous vivez ici tout le temps ?» Il secoue la tête. « Non, c'est une maison que j'ai héritée. J'y viens quand j'ai besoin de respirer. Ma vie est ailleurs, à Paris, ou dans des avions, le plus souvent. » Elle le regarde, intriguée. « Et vous, faites quoi ?» Il hésite une seconde, puis répond « Je dirige une entreprise hôtelière. J'ai repris les affaires de mon père après sa mort. » Il dit cela sans fierté, sans détachement. Comme un fait, presque une charge. Elle sent qu'il y a autre chose, mais elle ne le pousse pas. Elle non plus ne veut pas parler d'elle. Pas encore. Ce qu'elle a vécu est trop récent, trop brut pour être mis en mots. Mais les silences qu'ils partagent ne sont jamais vides. Ils sont habités. Par des gestes simples, le bruit du feu, les pas dans le couloir, le froissement d'un journal, l'odeur d'un plat réchauffé. Elle découvre en Laurent un homme qui ne comble pas le vide avec du bruit. Il attend. Il est là. Un soir, alors qu'elle lit dans le salon, il s'approche avec une tasse de chocolat chaud. « J'ai pensé que ça vous ferait du bien. » Elle prend la tasse, les doigts tremblants, puis le regarde droit dans les yeux. « Pourquoi vous m'avez aidé ?» Il ne répond pas tout de suite. Il s'assied, croise les mains sur ses genoux. « Je ne sais pas vraiment. Peut-être parce que j'ai vu quelqu'un au sol et que je ne pouvais pas faire semblant de ne pas voir. Peut-être parce que vous aviez l'air d'avoir tout perdu. » Elle baisse les yeux. C'est le cas. C'est la première fois qu'elle l'admet à voix haute, que quelqu'un l'entend. Et étrangement, elle ne ressent ni honte ni peur, seulement un étrange apaisement. Elle s'autorise alors à dire ce qu'elle n'a jamais dit à personne. « Mon père m'a mise à la porte, sans un mot de tendresse, juste comme si j'étais un fardeau. » Laurent ne bouge pas, mais dans ses yeux, quelque chose change. Une douleur ancienne peut-être. « J'ai perdu ma mère très jeune », murmure-t-il. Mon père n'était pas du genre à exprimer ses émotions. Il a fait de moi un gestionnaire avant que je sois adulte. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir un père qui vous prend dans ses bras. Le silence retombe, mais il est différent cette fois. Il unit. Il répare un peu. Ce n'est pas encore une confession, mais un début. Une faille dans l'armure. Ce soir-là, Élise retourne dans sa chambre avec le sentiment étrange d'avoir posé un premier mot sur le chaos qu'elle porte en elle. Et pour la première fois depuis bien longtemps, elle dort d'un sommeil sans cauchemar. Le 5e matin, dans la maison de Castres, se lève avec une lumière plus vive que les jours précédents. Un rayon de soleil perce enfin les nuages épais de l'automne, projetant une lueur dorée sur les boiseries du salon. Élise est assise près de la cheminée, ses jambes repliées sous elle, un carnet posé sur les genoux. Elle griffonne quelques lignes, puis les rature aussitôt. Depuis 2 jours, elle mange mieux, reprend quelques forces, retrouve même par moments l'envie de sourire. Mais chaque geste de Laurent, chaque marque d'attention, la plonge dans un trouble étrange. Elle sent une chaleur sincère dans ses actes, mais aussi une forme de gêne profonde en elle. Elle n'a rien à offrir, rien à rendre, et cette dette silencieuse commence à peser lourd. Ce matin-là, Laurent entre avec une assiette de crêpes fumantes, posée avec soin sur un plateau. Il ne dit rien, lui sourit simplement. Elle le remercie du regard, mais détourne vite les yeux. Son estomac se noue. Elle se sent trop bien pour quelqu'un qui a tout perdu. Elle vit ici sans payer,
sans mériter cette paix. Une voix en elle répète qu'elle ne devrait pas rester, qu'elle abuse d'une gentillesse qui ne lui est pas destinée. Cette maison n'est pas la sienne. Cet homme, malgré sa douceur, reste un inconnu. Après le petit déjeuner, elle remonte dans sa chambre, range lentement ses affaires, ferme le carnet, glisse ses vêtements dans le sac. Le moment est venu. Elle n'a plus de fièvre, peut marcher sans vertige. Elle n'a pas d'endroit précis où aller, mais elle ne peut pas s'installer dans cette illusion. Ce n'est pas sa vie. Elle descend l'escalier, s'avance jusqu'à la cuisine où Laurent prépare du café. Lorsqu'il l'aperçoit avec son sac sur l'épaule, il comprend immédiatement. « Vous partez ?» demande-t-il sans surprise mais avec une certaine retenue dans la voix. Elle hoche la tête. « Je vous remercie pour tout, vraiment, mais je ne peux pas rester. Ce n'est pas juste. » Il s'approche lentement sans geste brusque. « Juste ? Qu'est-ce qui ne serait pas juste dans le fait de vous offrir un toit quand vous en avez besoin ?» Elle baisse les yeux, serre la sangle de son sac. « Je ne peux pas dépendre de quelqu'un. Je ne veux pas devenir un poids. » Il soupire, appuyé contre le plan de travail, les bras croisés. « Vous n'êtes un poids pour personne ici, Élise. Ce n'est pas de la charité. Je ne vous considère pas comme une obligation. Vous êtes humaine. Et vous avez vécu quelque chose de brutal. Ce n'est pas un crime d'accepter un peu d'aide. » Elle ferme les yeux une seconde, sent sa gorge se serrer. Mais sa décision est prise. Elle se tourne vers la porte. « Merci encore. Pour tout. » Elle franchit le seuil, inspirant l'air frais du matin. Ses pas résonnent sur le gravier encore humide, mais à peine a-t-elle atteint la grille du domaine qu'un vertige soudain la prend. Le sol tangue sous ses pieds. Ses mains tremblent. Elle fait quelques pas de plus, puis tout devient flou. Une douleur sourde lui traverse la poitrine. Son souffle devient court, et soudain, le noir. Lorsqu'elle revient à elle, elle est allongée sur le canapé du salon. Une couverture sur elle, un chiffon humide sur le front. Laurent est assis juste à côté, visiblement inquiet. Son regard, d'ordinaire calme, est tendu. « Vous avez perdu connaissance », dit-il doucement. « J'ai appelé un médecin. » Elle tente de se redresser, mais il l'en empêche d'un geste doux. « Reposez-vous. Vous avez de la fièvre. Votre corps est à bout. » Quelques minutes plus tard, le médecin arrive. Il l'examine avec soin, prend sa température, écoute sa respiration. Le verdict tombe. Déshydratation persistante, légère infection pulmonaire et épuisement général. Rien de dramatique si elle se repose bien. Mais repartir maintenant serait une erreur grave. Le traitement est simple. Hydratation, repos, antibiotiques légers et surtout ne pas bouger. Laurent accompagne le médecin jusqu'à la porte puis revient auprès d'elle. Il ne dit rien. Il s'assoit simplement, observe les flammes dans la cheminée, le visage fermé. Élise, allongée, sent une honte brûlante monter en elle. Elle a voulu fuir, fuir la bienveillance, fuir l'idée d'être aidée. Et voilà qu'il la ramasse à nouveau, comme la première fois. Elle murmure sans le regarder « Je suis désolée ». Il tourne la tête vers elle. De quoi? D'être humaine, d'avoir besoin des autres? Elle veut parler, mais il l'interrompt doucement. « Écoutez-moi, Élise, je ne vous demande rien, ni explication, ni reconnaissance. Je ne fais pas cela pour me donner bonne conscience ou pour jouer les héros. Je fais cela parce que, parfois, on tombe sur une personne et on ne peut pas passer à côté. C'est tout. » Elle sent les larmes monter, mais elle les ravale. Elle ne veut pas encore pleurer devant lui. Elle ferme les yeux, fatigue et émotion mêlées. Ce soir-là, elle dort profondément, pour la première fois depuis son arrivée. Le lendemain, elle se réveille plus tôt que d'habitude. La fièvre a baissé, sa gorge est moins sèche. Elle descend lentement, trouve Laurent dans le jardin, accroupi près d'un massif de plantes qu'il arrose silencieusement. Elle reste quelques instants sur le seuil, l'observant. Il dégage une sérénité qu'elle n'a jamais connue chez un homme. Il ne cherche pas à impressionner, il ne donne pas pour recevoir. Il est simplement là. Elle avance, s'approche, les bras croisés sur sa poitrine. « Merci de ne pas m'avoir laissé partir ou tomber. » Il se redresse, la regarde, puis esquisse un sourire discret. « Vous êtes encore là, c'est ce qui compte. » Ils rentrent ensemble. Le silence s'installe de nouveau, mais cette fois il est complice. Il n'y a plus de malaise, seulement une forme d'acceptation. Il n'y a pas de promesse, pas de contrat, seulement deux êtres abîmés par la vie, qui commencent lentement à se reconnaître dans les failles de l'autre. Durant les jours suivants, Élise prend ses médicaments, mange mieux, retrouve des couleurs. Elle lit beaucoup,
marche un peu dans le jardin, écrit parfois dans son carnet. Laurent travaille dans son bureau, mais passe régulièrement lui faire un thé, lui apporter un plaid, lui proposer un film à regarder. Il ne parle pas de l'avenir. Il reste dans ce présent suspendu, comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. Mais malgré le calme retrouvé, Laurent se sent coupable. Il repense à sa décision de ne pas insister davantage lorsqu'elle avait annoncé son départ. Il se reproche de ne pas avoir compris à quel point elle était encore fragile. Une partie de lui s'en veut de l'avoir laissé s'approcher de la grille sans la retenir. Cette culpabilité silencieuse, il ne l'exprime pas, mais elle s'insinue dans chacun de ses gestes. Élise, elle, sent cette tension invisible. Elle devine qu'il s'en veut, et cela l'émeut plus que tout. Elle comprend alors que cet homme, malgré sa réussite, son contrôle apparent, porte aussi en lui des blessures non dites. Et pour la première fois, elle se surprend à vouloir rester, non par nécessité, mais par choix. Parce qu'auprès de lui, la honte recule, parce qu'avec lui, la culpabilité laisse place à la douceur. Le feu crépitait doucement dans la cheminée du salon, projetant des ombres mouvantes sur les murs en pierre claire. Les jours s'étaient étirés dans un calme étrange, presque irréel. Et Élise, désormais débarrassée de la fièvre, retrouvait peu à peu des gestes simples, des sensations oubliées, le goût du thé chaud, la texture du velours sous ses doigts, la lumière dorée de l'après-midi filtrant à travers les rideaux. Elle ne savait plus depuis combien de temps elle était ici. Une semaine, peut-être plus. Le temps semblait avoir suspendu son souffle entre ces murs silencieux. Ce matin-là, elle s'était levée tôt, sans vertige, et avait préparé le petit déjeuner elle-même, disposant les tasses et les assiettes comme si cela avait toujours été sa maison. Laurent la rejoignit quelques instants plus tard, vêtu simplement, le visage encore marqué par le sommeil. Il s'assit sans un mot, observa le soin apporté à la table, puis la regarda avec un sourire discret. « Vous avez bien dormi ?» Elle acquiesça. « Mieux que je ne l'aurais cru. C'est la première fois depuis longtemps que je me réveille sans cette boule dans la gorge. » Ils partagèrent le repas dans un silence ponctué de quelques mots. La complicité s'était installée sans qu'ils aient eu à la nommer. Pas besoin de longues conversations, seulement une présence, une attention sincère. Après avoir rangé ensemble la vaisselle, ils sortirent dans le jardin, profitant de la douceur inattendue d'un matin d'automne. Le sol était encore humide, mais le ciel s'ouvrait enfin sur quelques parcelles de bleu. Assis sur un banc de pierre, côte à côte, ils observaient les arbres, les oiseaux, les feuilles emportées par le vent. Puis Élise rompit le silence, sa voix plus grave que d'ordinaire. « Vous savez, je n'ai jamais vraiment parlé de ce qui s'est passé avec mon père. Pas en détail, pas même à moi-même. » Laurent tourna légèrement la tête vers elle, sans l'interrompre. « Il a changé après la mort de ma mère. Enfin, non. En réalité, il n'a pas changé. Il a cessé de faire semblant. Avant, il était déjà froid, mais elle le rendait supportable. Après son décès, il est devenu une pierre qui me regardait sans me voir. Elle serra ses mains sur ses genoux, les yeux fixés droit devant elle. J'essayais d'exister, de mériter son regard. Je rangeais la maison, j'étudiais sans relâche, j'évitais tout ce qui pouvait le contrarier, mais rien ne suffisait. J'étais une charge, un poids. Et un jour, il me l'a dit clairement. Il m'a regardé et m'a dit « Tu n'es plus mon problème ». Laurent ne répondit pas tout de suite. Il laissa passer un moment, puis murmura « Les parents ont parfois une manière cruelle d'abandonner leurs enfants, même en restant vivants. » Elle tourna vers lui un regard étonné. Il poursuivit. « Mon père était un homme d'affaires brillant, mais dur. Il ne m'a jamais frappé, jamais insulté. Mais il exigeait. Toujours plus. Des notes parfaites, un comportement irréprochable, des résultats concrets. Il m'a élevé comme on élève un héritier, pas comme un fils. À 22 ans, il est mort d'un infarctus en plein conseil d'administration. Et j'ai tout reçu. L'entreprise, les biens, les responsabilités. Il passa une main sur son visage, comme pour chasser une poussière de souvenirs. Je n'étais pas prêt, mais je ne pouvais pas le dire. J'ai repris les rênes. J'ai fait ce qu'il aurait voulu. J'ai transformé la société, multiplié les profits. Mais pendant longtemps, je ne savais pas pourquoi je le faisais. Pour lui prouver quelque chose, peut-être. Pour me prouver que je n'étais pas qu'un gosse jeté dans le vide. Élise l'écoutait, immobile. Elle n'aurait jamais imaginé que cet homme si sûr de lui, si posé, portait en lui une blessure aussi profonde. Cela lui donnait une autre dimension, plus humaine, plus fragile. Elle se risqua à poser une question. « Et votre mère ?
Vous avez parlé d'elle l'autre jour ?» Il hocha la tête. « Elle est morte quand j'avais 10 ans, une leucémie fulgurante. Je me souviens encore du dernier jour où je l'ai vue. Elle m'a souri et m'a dit « Tu es fort, mon Laurent. Tu sauras. » Et puis, elle est partie. Et avec elle, la seule tendresse que j'ai connue. Le silence s'installa à nouveau, plus dense cette fois. Élise sentit une boule monter dans sa gorge. Elle comprenait. Ce vide, ce manque, ce besoin désespéré de reconnaissance, ils le portaient tous les deux, d'une manière différente mais tout aussi douloureuse. « Je voulais devenir institutrice », dit-elle soudain, presque comme une confession. « J'adorais l'école, les enfants, la transmission. Mais mon père trouvait ça inutile. Ça ne paie pas les factures, répétait-il. Alors j'ai mis ce rêve de côté. Et aujourd'hui, je ne sais même pas si j'ai encore le droit d'y croire. » Laurent la regarda longuement. « Vous avez le droit de croire à tout ce qui vous fait avancer. Les rêves ne sont pas réservés à ceux qui ont eu une enfance facile. » Elle détourna les yeux, émue. Les mots simples, dépouillés, touchaient juste. Et pour la première fois, elle sentit que peut-être elle pourrait recommencer à espérer. Le soir venu, ils dînèrent ensemble dans la cuisine, autour d'un plat de gratin préparé à 4 mains. Les gestes se coordonnaient naturellement, sans besoin de paroles. Ils se taquinaient doucement, riaient parfois, puis retombaient dans un silence confortable. Après le repas, ils s'installèrent près du feu, un verre de vin à la main. La pluie avait repris, mais elle semblait lointaine, étrangère. Laurent ouvrit un tiroir et en sortit une vieille boîte en bois. Il l'ouvrit lentement, révélant des lettres, des photos, des souvenirs de sa mère. Il tendit à Élise une photo, une femme élégante, au sourire doux, tenant un petit garçon par la main. Elle adorait écrire. Elle avait des carnets pleins de poèmes, de pensées. « J'en ai lu un l'autre jour et j'ai pensé à vous. » Élise prit la photo, la regarda longuement. Pourquoi ? Parce qu'elle disait toujours que même les êtres les plus brisés peuvent devenir des phares pour les autres. Elle sentit ses yeux s'embuer, mais cette fois, elle ne détourna pas le regard. Elle plongea ses yeux dans ceux de Laurent, et dans ce silence partagé, quelque chose bascula doucement. Ce n'était pas encore de l'amour ni une promesse, mais c'était un début, un lien tissé entre deux âmes cabossées, cherchant encore un endroit où poser leur cœur. Le ciel s'était assombri dès l'aube ce jour-là, comme si l'air lui-même anticipait une perturbation à venir. La pluie tombait avec régularité contre les vitres de la maison de Castres, un tambourinement monotone qui accompagnait les heures avec une insistance presque ironique. Élise, enroulée dans un châle épais, était assise sur le tapis devant la cheminée, un livre ouvert sur les genoux, mais les mots dansaient sans ordre sous ses yeux. Elle ne lisait pas vraiment. Elle pensait à tout ce qui avait changé en si peu de jours, à ce sentiment d'apaisement fragile, à la présence constante et discrète de Laurent qui n'imposait rien, mais dont la simple proximité rassurait. Et à cette peur soudaine, cette angoisse sourde de voir tout cela disparaître aussi vite que c'était venu. Vers midi, alors que le feu crépitait doucement et que l'odeur du pain frais sortant du four remplissait la cuisine, une voiture s'arrêta dans l'allée. Élise, curieuse, jeta un œil par la fenêtre. Une berline noire, élégante, visiblement parisienne. La portière s'ouvrit sur une femme au port altier, les cheveux parfaitement coiffés malgré l'humidité ambiante. Elle portait un manteau beige en cachemire et des talons qui s'enfonçaient légèrement dans le gravier. Elle marchait comme si le monde entier lui appartenait. Élise recula d'instinct. Elle n'avait pas besoin d'explication. La femme qui s'avançait vers la maison appartenait à un monde dont elle ne faisait pas partie, et elle ne pouvait pas l'ignorer. Elle quitta discrètement la pièce et monta à l'étage, l'oreille tendue. Quelques instants plus tard, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir puis la voix de Laurent légèrement surprise. « Claire, qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'étais dans la région, » répondit la voix féminine avec aisance. « J'ai pensé que ça ne te dérangerait pas que je passe. Après tout, cette maison était presque autant la mienne que la tienne, non ?» Élise sentit son cœur se serrer. Claire. Le prénom sonnait comme un rappel douloureux. Elle n'était qu'une invitée provisoire, une passagère dans un espace qui avait visiblement appartenu à d'autres avant elle. Elle entendit les voix s'éloigner vers le salon. Malgré elle, elle descendit quelques marches, s'arrêtant juste avant de pouvoir être vue, écoutant sans intention de trahison, mais incapable de s'en empêcher. Claire riait doucement. « Tu vis ici maintenant? Toi, loin de Paris, loin des rendez-vous, des actionnaires ?» « C'est bien ce que je pensais, »
Tu fuis encore? Je prends juste le temps, répondit Laurent d'une voix neutre. Et cette jeune fille que j'ai vue à la fenêtre, qui est-elle? Une œuvre de charité, une lubie passagère. Le ton employé était tranchant, déguisé sous un vernis de politesse. Élise sentit une boule se former dans sa gorge. Elle n'attendit pas la réponse de Laurent. Elle remonta précipitamment, attrapa son sac, ses quelques affaires, et ouvrit la fenêtre de la chambre donnant sur le jardin arrière. Elle n'avait pas l'intention de se confronter à cette femme. Elle ne voulait pas être là pour entendre des mots qui confirmeraient ce qu'elle craignait, qu'elle n'était qu'un pansement temporaire sur une blessure plus ancienne. Elle descendit silencieusement, sortit par la porte arrière et longea le mur de pierre jusqu'à atteindre le sentier qui traversait le champ voisin. Ses pas étaient rapides, désordonnés. Elle n'avait pas de destination précise, mais chaque mètre la séparant de la maison lui semblait vital. Le vent soufflait fort, mêlé à la pluie qui recommençait à tomber. Mais cette fois, elle ne la sentait pas. Seule comptait l'éloignement. Dans le salon, Laurent tentait de garder son calme. Claire s'était assise sans y être invitée, comme toujours, s'imposant dans l'espace comme si elle y avait encore sa place. Il l'observait, se demandant ce qui, autrefois, avait pu l'attirer chez elle. Sa beauté, son ambition, son assurance. Aujourd'hui, tout cela lui semblait étranger. « Pourquoi es-tu vraiment venue, Claire ?» demanda-t-il enfin. « Parce que je regrette. Parce que j'ai compris que j'avais laissé passer quelque chose d'important. Et aussi parce que j'ai vu ta photo dans ce magazine, devant l'un de tes hôtels à Bordeaux. Tu avais l'air seul, et moi aussi je suis seul. » Il soupira. « Ce n'est pas une raison pour réapparaître comme si rien ne s'était passé. J'ai changé, Claire, et je ne suis pas seul. Tu parles de cette fille? Sérieusement, Laurent, elle a quoi, 20 ans à peine? Elle te regarde comme si tu étais un héros. Et toi, tu la regardes comme si elle allait se briser à tout moment. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la réparation. » Il se leva brusquement, les traits tendus. « Ce n'est pas à toi d'en juger. » Mais lorsqu'il retourna à l'étage, la chambre était vide. La fenêtre ouverte laissait entrer le vent et la pluie. Le sac de voyage n'était plus là. Une angoisse immédiate le traversa. Il descendit en hâte, sortit dans le jardin, appela son nom. Rien. Juste le bruit du vent dans les arbres et la pluie sur les feuilles mortes. Il comprit aussitôt qu'elle était partie. Et cette fois, sans lui dire où, sans un mot, sans une seconde chance. Il se tourna vers Claire, toujours debout dans l'encadrement de la porte. « Tu ne changes pas, » souffla-t-il. « Tu détruis ce que tu ne comprends pas. » Puis il referma la porte derrière lui, laissant Claire seule dans l'entrée. Il courut jusqu'au portail, interrogea les voisins, scruta les chemins de campagne, chercha pendant des heures malgré le froid et l'humidité. Mais elle avait disparu. Comme une brume qu'on tente de saisir, une présence qu'on croit acquise et qui s'évanouit au moindre courant d'air. Ce soir-là, il rentra seul. Le feu dans la cheminée s'était éteint. La maison semblait plus froide, plus vide. Il monta dans la chambre qu'elle avait occupée, s'assit au bord du lit, le regard fixé sur la fenêtre ouverte. Le vent avait renversé un carnet resté sur la table de chevet. Il le ramassa, l'ouvrit au hasard. Une page portait quelques lignes écrites à la hâte. « Je ne veux pas être un fantôme dans la vie d'un autre. Je pars avant de devenir un regret. Merci pour tout, Laurent. Ne m'en veux pas. » Il referma doucement le carnet, le serra contre lui. Et pour la première fois depuis des années, il sentit une larme glisser lentement sur sa joue. La pluie s'était calmée, mais Laurent n'avait pas trouvé le moindre apaisement depuis la fuite d'Élise. Pendant 3 jours, il parcourut la région, interrogea les hôtels, les petites gares, les arrêts d'autobus. Il suivit les chemins de terre où ses pas s'étaient enfoncés dans la boue le soir de sa disparition. Il parcourut les rues de Castres, de Toulouse, d'Albi, sans jamais apercevoir un signe d'elle. Chaque nuit, il rentrait dans une maison trop silencieuse, où sa présence avait laissé une empreinte plus forte qu'il n'avait voulu l'admettre. Il retrouvait parfois un livre qu'elle avait déplacé, un verre qu'elle n'avait pas eu le temps de ranger, un châle oublié sur une chaise. Ces détails minuscules prenaient une dimension presque douloureuse, comme si la maison elle-même refusait de se détacher d'elle. Le 3e jour, au petit matin, il prit une décision. S'il n'avait aucune trace d'elle ici, elle ne pouvait être que dans un endroit où elle avait une chance de recommencer à zéro. Et ce lieu, malgré tout ce qu'elle avait fui, ne pouvait être que Paris. La capitale avait cette capacité étrange d'accueillir ceux qui n'avaient plus nulle part où aller, offrant l'anonymat et l'espoir dans la même respiration.
Il monta dans sa voiture, traversa des kilomètres de route monotone, ne s'arrêtant que pour boire un café ou reprendre son souffle. Son esprit était tendu vers un seul objectif, la retrouver, lui expliquer, effacer le malentendu que la visite de Claire avait créé. Il arriva à Paris au crépuscule. Le bruit des voitures, la densité des passants, les lumières des cafés animés composaient une cacophonie familière. Mais cette fois, il se sentait étranger dans cette ville où il avait pourtant grandi. Il stationna près du quartier latin, se souvenant que la plupart des jeunes cherchant un premier emploi se tournaient vers les petites librairies ou les cafés de cette zone. Il parcourut les rues sans savoir où s'arrêter d'abord. Puis, guidé par une intuition inexplicable, il poussa la porte d'une petite librairie coincée entre une boulangerie et une boutique de journaux. L'intérieur était chaleureux, saturé de l'odeur du papier vieilli. Une clochette tinta au-dessus de sa tête. Et là, derrière un comptoir trop grand pour elle classant des ouvrages avec lenteur, se trouvait Élise. Elle leva les yeux. Son regard croisa le sien. Le temps sembla se figer autour d'eux. Le bruit de la rue, les clients, les pages tournées disparurent. Elle resta immobile, le souffle coupé, comme si le monde l'avait surprise en plein départ. Laurent fit quelques pas, hésitant, de peur qu'elle disparaisse à nouveau s'il avançait trop vite. Élise, elle referma le livre dans ses mains, le posa soigneusement avant de répondre, sa voix à peine audible. « Comment m'avez-vous trouvé ? Je t'ai cherché partout, dit-il sans détour, partout où j'ai pu imaginer que tu serais. Et je suis venu ici parce que Paris est la seule ville qui avale les fugitifs pour les recracher dans un coin où ils peuvent recommencer. Je ne pouvais pas rester sans te dire la vérité, sans m'expliquer. » Elle détourna les yeux. Une cliente lui demanda un renseignement. Elle répondit machinalement, puis revint vers lui, les bras croisés, comme pour se protéger. Il perçut l'épuisement dans ses traits, mais aussi une détermination qui n'était pas là auparavant. « Je n'avais pas le droit de rester, dit-elle. Pas dans cette maison, pas dans votre vie, j'ai entendu Claire. Et j'ai compris que je ne voulais pas être une intruse ni un médicament. J'ai fui avant que ça ne devienne pire. » Laurent secoua la tête, approcha encore. « Non. Ce que tu as entendu n'était qu'une reconstruction de son esprit à elle, pas la vérité. Je n'ai plus rien à voir avec elle depuis longtemps. Elle est venue sans invitation. Et ce qu'elle t'a dit n'était qu'une façon de reprendre contrôle sur quelque chose qui ne lui appartenait plus. Elle ne connaît pas mon cœur, et elle ne connaît pas ce que tu as éveillé en moi. » Élise resta silencieuse. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle semblait hésiter entre écouter ou fuir. « Je ne veux pas t'obliger à revenir, reprit-il. Je veux seulement que tu m'entendes. Je ne veux pas que tu penses une seconde que tu as été un refuge temporaire. Tu n'es pas une cause perdue que j'ai voulu sauver. Tu es quelqu'un qui m'a rappelé ce que c'est d'être humain. Tu m'as donné envie de faire une pause, de respirer différemment. Et quand tu es parti, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer sans au moins te dire ça. » Elle prit une profonde inspiration. « Je n'ai jamais voulu être un fardeau, ni un poids dans ta vie. Je me suis enfui parce que j'ai cru que rester serait te blesser. Et partir m'a blessé davantage que tu ne peux l'imaginer, dit-il d'une voix douce mais ferme. Il fit un pas de plus, à portée de main, sans la toucher. Je ne suis pas venu te reprendre. Je suis venu t'offrir un choix. Revenir avec moi, ou rester ici si c'est ce que tu veux. Mais ce choix doit être le tien, pas celui dicté par la peur ou par les mots d'une femme qui n'a plus de place dans ma vie. » Elle le regarda longuement, comme si elle cherchait à vérifier la sincérité dans chacune de ses respirations. Ce n'est qu'après un long silence qu'elle parla enfin. « Je ne sais pas si je peux revenir. Pas maintenant. J'ai encore peur. Peur d'être déçue. Peur de trop dépendre de toi. Peur de moi-même. Alors je t'attendrai, répondit-il simplement. Autant de temps qu'il faudra. Je ne suis pas pressé. » Elle baissa la tête. Ses cheveux retombaient en rideaux autour de son visage. Il vit les larmes briller au bord de ses cils. « Je ne te demande pas de revenir aujourd'hui, ajouta-t-il. Je te demande seulement de ne pas disparaître à nouveau. Donne-moi une chance de te prouver que je veux écrire quelque chose de nouveau avec toi, pas réparer quelque chose d'ancien. » Elle leva enfin les yeux vers lui. Ce regard, fragile mais décidé, contenait une lueur nouvelle. « J'ai besoin de temps. Alors prends-le. » Il lui tendit une carte avec son numéro personnel, son adresse à Paris, ses disponibilités. Elle la prit sans rien promettre, mais elle la garda. Quand il sortit de la librairie, la clochette tinta derrière lui comme un signe discret. Élise resta immobile un long moment.
la carte dans la main, le cœur battant fort. Elle ne l'avait pas suivi, mais elle ne l'avait pas repoussé non plus. Et pour la première fois depuis sa fuite, elle sentit que sa vie n'était plus seulement une succession de pertes. Quelque chose venait de s'amorcer, quelque chose qu'elle ne pouvait ni nommer ni refuser. Elle n'était plus une ombre perdue dans les rues de Paris. Elle devenait quelqu'un qui avait le droit, peut-être, de choisir son propre chemin. Le vent soufflait fort sur les quais de la Seine ce soir-là, soulevant les feuilles mortes et les frisures d'eau à la surface du fleuve. Paris semblait courir dans toutes les directions, pressée, bruyante, indifférente, mais Élise avançait lentement, les mains dans les poches de son manteau bon marché. Depuis la rencontre avec Laurent à la librairie, 3 jours s'étaient écoulés, 3 jours durant lesquels elle avait tenté de remettre de l'ordre dans ses pensées. Elle travaillait chaque matin, lisait chaque soir, et pendant toute la journée, la même question revenait. Devait-elle accepter ou non l'invitation silencieuse qu'il lui avait laissée? Ce n'était pas une invitation explicite, mais tout dans ses mots disait « Viens me parler, donne-moi une chance ». Elle résistait encore, non par rejet, mais par prudence. Elle avait déjà trop donné de confiance à ceux qui ne la méritaient pas. Elle ne voulait plus se briser sur une illusion. Ce soir-là, alors qu'elle rangeait les derniers livres, une collègue lui annonça que quelqu'un l'attendait dehors. Elle sentit son cœur bondir avant même de savoir de qui il s'agissait. En sortant, elle le vit immédiatement. Laurent, appuyé contre un lampadaire, un manteau sombre sur les épaules, les bras croisés, un air concentré mais pas insistant. Lorsqu'il la vit approcher, il se redressa. « Je t'ai attendu, dit-il. Pas pour te forcer, mais parce que je devais te parler. » Je ne pouvais plus rester avec ces mots en suspens. Elle inspira profondément. « J'aurais pu ne pas venir. »« Oui, » répondit-il simplement, « et j'aurais respecté ton choix. » Ils marchèrent quelques minutes en silence, longeant les boutiques illuminées jusqu'à un petit restaurant discret. Il ne lui demanda pas si elle voulait discuter ailleurs. Il la laissa entrer ou refuser. Elle entra. Ce simple geste la surprit elle-même. Ils s'installèrent à une table près d'une fenêtre. L'endroit était calme, feutré, presque intime. À peine assis, Laurent posa ses mains sur la table, comme s'il rassemblait son courage. « Avant que quoi que ce soit puisse commencer entre nous, il faut que tu saches quelque chose que j'ai trop longtemps gardé pour moi. Pas par honte, mais par crainte de perdre ceux qui accepteraient de s'approcher de moi. » Élise sentit une tension monter en elle, mais elle ne détourna pas le regard. Il poursuivit. « Tu sais que j'ai hérité de l'entreprise de mon père, mais ce que tu ne sais pas, c'est ce que j'ai eu à porter avec cet héritage. Mon père était un homme très respecté, mais son empire n'était pas propre, pas entièrement. Il a fait sa fortune dans l'hôtellerie de luxe, mais derrière les façades élégantes, il y avait des pratiques que personne ne voyait ou que personne ne voulait voir. Optimisation fiscale agressive, contrats obtenus grâce à des pressions, accords passés avec des partenaires douteux. Je ne savais rien de tout cela quand j'étais enfant. Je l'ai découvert à sa mort. » Il marqua une pause, observant sa réaction. Élise restait immobile, attentive. J'avais à peine 22 ans. On m'a mis devant des dossiers épais, des bilans truqués, des menaces latentes. J'ai compris que l'entreprise pouvait s'effondrer si je ne réagissais pas vite. Alors j'ai passé des années à démêler tout ça, à renégocier, à assainir, à fermer des branches entières. J'ai perdu de l'argent, beaucoup. Mais j'ai gagné quelque chose que je croyais impossible, une conscience tranquille. Pourtant, ce passé me suit encore. Les journaux me présentent comme un héritier brillant, mais ils ignorent ce que j'ai dû effacer pour y parvenir. Et parfois, j'ai peur que quelqu'un découvre un fragment du passé et pense que je suis coupable de ce dont je me suis justement éloigné. Il respira profondément, comme si la confession l'avait vidé. Je ne t'ai pas dit tout cela avant, parce que je ne voulais pas que tu me regardes comme le fils d'un homme corrompu. Je voulais que tu vois qui je suis aujourd'hui, et non ce que j'ai reçu hier. » Élise resta silencieuse longtemps. Elle réfléchissait non pas à ce qu'elle venait d'apprendre, mais à la façon dont il le disait. Pas de justification, pas d'orgueil, pas de dramatisation. Simplement une vérité lourde qu'il portait depuis des années. « Pourquoi me le dire maintenant ?» demanda-t-elle enfin. « Parce que tu m'as donné envie d'être honnête complètement. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que les secrets quand on commence à tenir à quelqu'un. » Ces mots la touchèrent profondément. Elle posa ses doigts sur le bord de la table, les yeux fixés sur les siens. « Tu n'avais pas besoin d'être parfait, Laurent. Juste sincère.
Ton passé ne m'effraie pas. Le mien non plus n'est pas simple. Et pourtant, tu ne m'as jamais jugé. » Il baissa les yeux, un instant ému. « J'avais peur que tu partes si je te disais tout. »« Je suis partie à cause d'un malentendu, » dit-elle doucement. « Pas à cause de toi, et pas parce que tu as quelque chose de sombre dans ton histoire. Nous en avons tous. » Ils restèrent silencieux un moment, respirant le même calme, comme si la confession avait allégé l'air autour d'eux. Puis elle ajouta, « Laurent, je ne sais pas encore ce que je suis prête à commencer. Je ne sais pas où je vais, ni combien de temps il me faudra pour me sentir capable de faire confiance, mais ce que tu viens de dire, ça me donne envie d'essayer de comprendre davantage, de comprendre qui tu es, et peut-être de comprendre qui je peux devenir auprès de toi. » Il hocha lentement la tête, un souffle presque imperceptible soulageant ses traits. « C'est tout ce que je voulais, que tu saches, et que tu décides avec tous les éléments. Je n'attends rien de toi que ta présence si tu acceptes de la laisser exister. » Le dîner se poursuivit dans une atmosphère nouvelle, apaisée, sincère. Ils ne parlèrent plus de passé ni de blessures, mais de projets, de livres lus, de rêves silencieux. Élise sentit pour la première fois depuis des mois un futur possible se dessiner devant elle, non pas comme une obligation, mais comme une brume qui s'éclaircit. Et lorsqu'ils sortirent du restaurant, marchant côte à côte sans se toucher, elle comprit qu'il existait une forme de proximité plus forte que les gestes, celle qui naît de la vérité enfin dite. Ce soir-là, Paris ne semblait plus la ville écrasante d'hier. Elle paraissait soudain pleine de chemins qu'ils pourraient tracer ensemble, lentement, sans hâte, sans promesse prématurée, mais avec cette certitude fragile et nouvelle que quelque chose de vrai venait de commencer. Le train quittait doucement la gare Montparnasse en direction de Toulouse. Élise regardait défiler les paysages à travers la vitre, son reflet se superposant aux champs jaunis, aux collines basses, aux routes désertes. Elle n'était pas revenue là depuis le jour où elle avait quitté la maison de son père, sous une pluie battante, les mains vides, le cœur écrasé par l'abandon. Aujourd'hui, elle n'y retournait pas pour le revoir, ni pour comprendre ses gestes, ni pour reconstruire un lien. Elle y allait pour elle, pour fermer une porte qui était restée entrebâillée, douloureusement silencieuse, et qui l'empêchait encore de respirer pleinement. Le voyage fut silencieux. Elle tenait entre ses mains un petit sac contenant peu de choses, quelques vêtements, un carnet de notes et une clé que la voisine de palier avait gardée dans le cas où Marc Dufour aurait eu besoin d'aide. C'est elle, cette voisine aux cheveux gris, qui avait reconnu Élise dans un article en ligne parlant de l'événement philanthropique organisé à Bordeaux par la Fondation Bellamy. Elle lui avait écrit une courte lettre, lui disant que la maison était vide, que son père n'était plus là depuis plusieurs semaines, parti vivre, on ne savait où. Elle avait ajouté que si Élise voulait récupérer certaines affaires, elle pouvait le faire avant qu'un huissier ne vienne vider ce qu'il restait. Le taxi la déposa en bas de l'immeuble, dans cette rue étroite du quartier des Minimes où tout semblait identique. Les façades n'avaient pas changé, ni les odeurs de boulangerie flottant dans l'air, ni les pavés usés sous ses pas. Elle monta lentement les escaliers, ressentant chaque marche comme un retour en arrière. Devant la porte, elle hésita, la clé froide dans la main. Puis elle l'inséra dans la serrure, la tourna et entra. La lumière grise de l'après-midi filtrait à travers les volets entr'ouverts. La pièce principale était telle qu'elle l'avait laissée, à peine plus poussiéreuse, figée dans une attente triste. Les meubles étaient les mêmes, la vieille table bancale, les rideaux trop courts, le canapé taché. Mais il y avait un silence nouveau, comme une absence que rien ne remplissait. Elle fit quelques pas, effleurant les murs du bout des doigts, comme pour s'assurer que tout cela était bien réel. Elle monta à l'étage, poussa la porte de sa chambre. Les draps étaient encore défaits, un livre ouvert sur la table de chevet. Il y avait aussi une boîte en bois qu'elle reconnaissait vaguement, un coffret que sa mère utilisait pour ranger ses papiers personnels. Elle s'en approcha, la main légèrement tremblante. La boîte n'était pas verrouillée. À l'intérieur, quelques photos, un bracelet cassé, des cartes postales anciennes et une enveloppe non cachetée, jaunie par le temps. Son prénom était inscrit dessus, en lettres fines. Pour Élise. Elle s'assit sur le lit, les genoux serrés, le cœur battant fort. Elle ouvrit doucement la lettre dont le papier fragile menaçait de se déchirer. L'écriture était celle de sa mère, fluide, posée, chargée d'émotion. « Ma douce Élise, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. J'ai essayé de la terminer plusieurs fois,
mais les mots me manquaient, ou le courage. Alors j'écris ce que je peux, comme je le peux. Je veux que tu saches que je t'aime infiniment et que quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul. Ton père, il n'est pas toujours facile à comprendre. Il a grandi dans un monde où les émotions étaient faibles, où montrer de la tendresse était vu comme une faiblesse. Mais il t'aime, je le sais. Il ne saura pas toujours comment te le montrer, mais il essaiera à sa façon. Sois patiente avec lui, autant que possible. Si un jour il se perd dans sa douleur ou dans ses silences, ne crois pas que c'est ta faute. Tu n'es jamais responsable du vide des autres. Toi, Élise, tu es lumière, tu es courage, tu es la meilleure part de moi. Et si la vie te fait tomber, sache qu'un jour, quelqu'un saura voir cette lumière et la protéger. Avec tout mon amour, maman. Les larmes coulèrent lentement sur les joues d'Élise. Elle resta longtemps assise, la lettre sur ses genoux, le regard perdu dans le vide. Ce message, elle aurait tant voulu le lire plus tôt. Peut-être qu'il n'aurait rien changé. Peut-être qu'elle aurait tout de même été rejetée, blessée, abandonnée. Mais comprendre que sa mère avait vu venir le silence de son père, qu'elle avait anticipé ses maladresses, ses défaillances, l'aidait à mettre en perspective ce qu'elle avait traversé. Marc Dufour n'avait pas su aimer. Il n'avait pas su élever. Mais peut-être n'avait-il jamais su demander de l'aide non plus. Peut-être avait-il simplement répété ce qu'il avait connu, sans en sortir. Élise ne sentit pas de pardon s'élever en elle. Ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas une affaire de pardon, mais de compréhension. Et cette compréhension, fragile, bancale, suffisait à la libérer. Elle n'aurait pas de réconciliation, pas de retrouvailles. Il était parti, sans un mot. Mais elle restait. Elle choisissait de rester debout. Elle choisissait de continuer. Avant de quitter la maison, elle rangea la lettre dans son sac, emporta la boîte et une photo d'elle avec sa mère lors d'un Noël lointain. Elle referma la porte doucement, sans colère, sans tristesse excessive, seulement avec cette sensation nouvelle, celle d'avoir enfin dit au revoir. Le soir, dans le train qui la ramenait vers Bordeaux, elle regarda les paysages défiler avec une paix qu'elle ne connaissait pas. Elle pensa à Laurent, à cette maison où elle avait été recueillie, à ses jours partagés sans promesse mais avec honnêteté. Elle pensa à ses projets, à ses rêves de devenir institutrice, à cette envie de transmettre quelque chose, pas seulement des connaissances, mais une foi discrète en la possibilité de recommencer. Et pour la première fois, la phrase que sa mère avait écrite dans la lettre prit tout son sens. « Tu n'es jamais responsable du vide des autres. » Ce vide-là, elle ne le portait plus. Elle avait assez de force désormais pour remplir le sien avec autre chose, avec de la lumière, avec des mots vrais, avec des gestes tendres qu'elle n'attendrait plus seulement des autres, mais qu'elle apprendrait aussi à offrir. Le soleil se levait lentement sur Bordeaux et les premières lueurs d'un jour nouveau filtraient à travers les baies vitrées de l'appartement où Élise vivait désormais. Les murs étaient encore presque nus, à l'exception de quelques dessins d'enfants punaisés sur le panneau liège de la cuisine, souvenir d'un atelier qu'elle avait organisé dans un centre social local. Le mobilier était simple, mais choisi avec soin, à son image, discret, fonctionnel, mais habité d'une douceur indéfinissable. Laurent passait la moitié de la semaine ici, l'autre à Paris, pour affaires. Mais même lorsqu'il n'était pas présent physiquement, sa présence flottait dans l'espace. Une veste oubliée sur un dossier de chaise, une tasse préférée dans l'évier, un livre annoté sur la table de nuit. Cela faisait maintenant plusieurs mois qu'Élise avait accepté, peu à peu, de se réapproprier sa vie. Elle n'était pas retournée vivre avec Laurent immédiatement après leur réconciliation. Elle avait pris le temps de se reconstruire, d'abord seule, dans une chambre louée à une dame âgée du centre-ville. C'est là qu'elle avait commencé à donner des cours de soutien scolaire, d'abord à 2 enfants, puis à 5, puis à un petit groupe qu'elle accueillait dans une salle prêtée par la mairie. Laurent, toujours attentif, n'avait rien imposé. Il observait, proposait son aide quand elle semblait fatiguée, mais il laissait chaque pas venir d'elle. Ce matin-là, Élise se préparait pour un événement important. La Fondation Bellamy, qui avait depuis peu ouvert une antenne à Bordeaux, organisait une grande soirée caritative en faveur des jeunes en situation de précarité. Laurent, qui en était le président, lui avait demandé de l'accompagner. Ce n'était pas une obligation ni une démonstration publique. Il avait simplement dit, un soir, la main sur la sienne. Ce projet est aussi un peu le tien, même si tu ne le sais pas encore. Elle avait hésité.
Se montrer, prendre la parole, se tenir droite devant des personnalités, des journalistes, des élus, ce n'était pas elle, mais elle avait accepté, parce qu'elle savait désormais que certaines portes ne s'ouvrent que si l'on ose s'en approcher. Dans la grande salle d'un ancien chai réaménagé, les invités affluaient. Des visages connus, des anonymes engagés, des donateurs curieux, des professeurs, des bénévoles. Élise, vêtue d'une robe bleu nuit simple mais élégante, se tenait près du buffet, un verre d'eau à la main, observant les allées et venues avec une nervosité contenue. Laurent, en pleine conversation avec un élu local, lui adressa un regard rassurant à distance. Puis, à un moment donné, il se dirigea vers la scène improvisée, monta les quelques marches et prit la parole. Sa voix, claire, calme, résonna dans la salle. « Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Ce que nous faisons ici n'est pas simplement une collecte de fonds, c'est un appel à responsabilité. Nous parlons de jeunes qui n'ont pas toujours reçu les cartes nécessaires pour avancer dans la vie, mais qui continuent malgré tout. Et parmi eux, certains trouvent la force de se relever et d'aider les autres à se relever aussi. » Il marqua une pause, balaya la salle du regard, puis ajouta « Ce soir, j'aimerais vous présenter une personne qui incarne exactement cet esprit. Elle n'a pas grandi avec les privilèges. Elle a connu le rejet, la précarité, l'injustice, mais elle a choisi de transformer sa douleur en action. Elle a commencé seule, avec des feuilles, un tableau et beaucoup de patience. Aujourd'hui, grâce à son engagement, une dizaine de jeunes enfants reprennent goût à l'école, à la lecture, à la confiance. Cette personne, c'est Élise. Un murmure parcourut la salle. Élise, figée, ne comprenait pas tout de suite. Puis Laurent fit un geste vers elle. Tout le monde la regardait. Elle sentit ses joues rougir, son cœur s'accélérer. Elle s'avança lentement, chaque pas résonnant dans son corps comme un écho de toutes les routes qu'elle avait dû traverser. Arrivée près de lui, Laurent lui tendit un petit dossier. À partir d'aujourd'hui, Élise devient officiellement directrice du nouveau programme éducatif de la Fondation Bellamy à Bordeaux. Elle aura carte blanche pour créer, encadrer, former, développer. Parce que nous croyons que ceux qui ont souffert savent mieux que quiconque comment aider les autres à guérir. Les applaudissements furent sincères, fournis, certains se levèrent même. Élise, bouleversée, sentit les larmes monter. Elle prit le micro sans y avoir réfléchi et murmura « Je ne m'attendais pas à ça, et je ne sais pas si je suis prête, mais je sais ce que c'est que d'être invisible. Et si je peux éviter cela à d'autres, alors j'essaierai. Merci de me faire confiance. » La soirée se poursuivit dans une ambiance chaleureuse. Des invités vinrent la féliciter. Certains lui parlèrent de leurs propres enfants, d'autres lui proposèrent leur aide. Mais au milieu de toute cette agitation, ce fut dans un coin tranquille, en compagnie de Laurent, qu'elle trouva un moment de paix. Ils s'éloignèrent un peu, s'installèrent sur un banc à l'extérieur, sous un ciel dégagé. Les étoiles semblaient s'être rapprochées, comme pour les entendre. « Tu aurais pu me prévenir, dit-elle en le regardant avec un mélange de reproche et de tendresse. Je voulais que ce soit un cadeau, pas une négociation. C'est plus qu'un cadeau, Laurent. C'est une direction, une nouvelle vie. C'est la tienne. Je n'ai fait que t'ouvrir une porte. Tu l'as franchie toute seule. » Elle posa sa tête sur son épaule, les yeux fermés un instant. « Je crois que c'est la première fois que je me sens légitime. Tu l'as toujours été. Il fallait juste que tu le voies. » Et ce soir-là, alors que les dernières notes de musique s'échappèrent de la salle, Élise comprit que quelque chose en elle avait basculé. Elle n'était plus une survivante. Elle devenait une bâtisseuse. Et ce titre, plus que tous les diplômes ou reconnaissances, avait pour elle la valeur d'un ancrage, d'un commencement. Le vent de l'Atlantique s'engouffrait dans les ruelles de Bordeaux, balayant les feuilles rousses qui tapissaient le sol et faisant danser les écharpes des passants. Le ciel uniformément gris semblait peser sur la ville tout entière, mais pour Élise, ce voile de nuages n'avait rien d'hostile. Au contraire, elle trouvait dans cette lumière diffuse une forme de douceur, de calme propice à l'introspection. Depuis l'annonce de sa nomination officielle à la tête du programme éducatif de la Fondation Bellamy, les journées s'étaient enchaînées sans répit. Réunions avec les enseignants volontaires, rédaction de projets, organisation de partenariats locaux, entretiens avec des familles. Mais malgré la fatigue, elle se sentait pleine, vivante. Pour la première fois, elle avait l'impression que chacun de ses gestes comptait vraiment. Laurent, lui, avait su rester à la fois présent et en retrait.
Il suivait les avancées du projet avec intérêt, posait des questions pertinentes, mais laissait Élise libre de mener les choses à sa manière. Leur relation s'était affinée, maturée, trouvant un équilibre rare. Il n'y avait pas de promesses précipitées, pas de déclarations enflammées, mais une constance dans les gestes, une vérité dans les silences, une tendresse dans les regards qui ne laissait place à aucun doute. Ils vivaient ensemble depuis quelques semaines dans un appartement plus spacieux, situé près d'un parc où ils aimaient marcher le dimanche matin. Ce matin-là, Laurent lui proposa une promenade dans un quartier plus ancien, loin du tumulte des affaires et des responsabilités. Ils marchèrent longtemps, les mains dans les poches, discutant de tout et de rien. Arrivés près d'une petite librairie nichée dans une ruelle pavée, Élise s'arrêta les yeux brillants. « C'est ici, murmura-t-elle. C'est ici que j'ai travaillé à Paris, après ma fuite, juste après t'avoir quitté. » Laurent observa la façade, sobre, discrète, avec une enseigne en bois gravée légèrement effacée par le temps. « Tu veux y entrer ?»« Non, pas cette fois. J'avais besoin de revoir l'endroit, de me souvenir, pas de raviver les blessures. » Il hocha la tête. Ils restèrent là un moment, comme suspendus dans le souvenir. Puis il prit doucement sa main et l'entraîna vers un petit jardin public, désert à cette heure. Le vent soufflait plus fort ici, faisant vibrer les branches nues des arbres. Les bancs étaient vides, et une fontaine éteinte trônait au centre, figée dans une immobilité hivernale. Laurent s'arrêta soudain. Élise, surprise, se tourna vers lui. Il plongea sa main dans la poche intérieure de son manteau et en sortit une petite boîte qu'il ouvrit sans un mot. À l'intérieur, un anneau simple, sans pierre, sans éclat, mais d'une élégance épurée. Élise sentit son cœur s'arrêter l'espace d'un souffle. « Ce n'est pas un geste pour t'emprisonner, » dit-il d'une voix calme, « ni pour précipiter quoi que ce soit. C'est une main tendue, une question, une porte que j'ouvre. Tu peux choisir d'y entrer ou non. Je n'ai rien à te promettre que je ne tiendrai pas. Pas de conte de fées, seulement une vie à deux, avec ses fragilités, ses forces, ses jours ordinaires, et quelques éclats de lumière. » Elle le regarda, émue. Ses yeux à lui brillaient d'une intensité qu'elle n'avait vue que dans ces moments de vérité. « Je ne te demande pas un oui immédiat. Je ne te demande même pas un oui. Juste de savoir si tu veux continuer à marcher avec moi. Pas derrière, pas devant. À côté. » Élise sentit les larmes monter, mais elle les retint. Ce n'était pas le moment de céder à l'émotion, mais plutôt de l'accueillir. Elle prit la boîte entre ses mains, la referma doucement, puis la serra contre sa poitrine. « Je ne sais pas si je crois au mariage, » murmura-t-elle. Ce mot a toujours été pour moi un espace lointain, réservé à ceux qui n'ont pas connu la trahison, le rejet. Laurent ne répondit pas, respectant le rythme de sa pensée. « Mais ce que tu viens de dire, c'est autre chose. Ce n'est pas une demande traditionnelle, c'est une offrande. Et ça, je peux l'accepter. » Elle leva les yeux vers lui, pleine d'un mélange de gratitude et de courage. « Oui, Laurent, je veux marcher à tes côtés, sans masque, sans fuite. Et si cet anneau symbolise cela, alors je l'accepte. » Il ne sauta pas de joie. Il ne cria pas. Il se contenta d'approcher, de poser ses mains contre ses joues et de l'embrasser doucement. Le vent continuait de souffler, mais il semblait désormais moins froid. Autour d'eux, la ville poursuivait son rythme, ignorante de ce qui venait de se décider dans un petit jardin oublié. Mais eux, dans ce moment suspendu, savaient que quelque chose de profond avait été scellé. Ce n'était pas un conte. C'était une réalité construite à deux, pierre par pierre, non pas sur les ruines du passé, mais à partir de ses leçons. Et dans ce ciel nuageux, il y avait quelque part la promesse d'une clarté à venir. La lumière dorée de fin d'après-midi baignait les jardins du château restauré où Élise et Laurent avaient choisi de célébrer leur union. Rien d'ostentatoire, rien de clinquant. Une cérémonie simple, en plein air, entourée de gens proches, de collaborateurs de la Fondation, d'enfants du projet éducatif qu'Élise dirigeait et de quelques amis intimes. Le lieu, niché dans la campagne girondine, avait été choisi pour son atmosphère paisible, ses arbres centenaires et la sensation qu'il donnait d'un monde suspendu hors du tumulte quotidien. Élise, vêtue d'une robe ivoire fluide sans ornement superflu, marchait lentement sur le chemin bordé de buissons de lavande. Chaque pas la rapprochait de l'arche florale où Laurent l'attendait, les mains jointes devant lui, le regard fixé sur elle avec une tendresse sans faille. Des enfants lançaient des pétales blancs à son passage, et une violoniste jouait une mélodie douce, presque méditative.
Le public était debout, silencieux, attentif. Tous ceux qui les entouraient connaissaient au moins une partie du chemin qu'ils avaient parcouru, et l'émotion flottait dans l'air comme un parfum léger. Élise avançait sans trembler. Elle ne fuyait plus. Elle n'était plus cette jeune femme perdue sur le bord d'une route. Elle était celle qui avait choisi, qui avait reconstruit, qui s'était offerte une seconde naissance. Mais alors qu'elle arrivait près de Laurent, son regard fut attiré par une silhouette, debout, au fond, en retrait. Un homme seul, immobile, vêtu d'une veste sombre un peu trop large. Ses cheveux grisonnaient, son visage semblait plus vieux qu'elle ne se le rappelait. C'était Marc Dufour, son père. Il ne s'approchait pas, ne souriait pas. Il regardait simplement, les mains dans les poches, comme s'il n'osait pas être là, mais qu'il n'avait pas pu ne pas venir. Son cœur se serra. Des années de silence, de distance, de phrases jamais prononcées, de blessures ouvertes. Elle n'avait pas cherché à l'inviter. Elle n'avait pas non plus essayé de l'effacer. Elle l'avait accepté comme un point fixe de son histoire, inchangeable, froid, mais réel. Le voir là, pourtant, réveillait quelque chose. Pas de la haine, pas même de la colère. Une forme de nostalgie incomplète, une reconnaissance du lien malgré tout. Elle sentit la main de Laurent frôler la sienne, la rattraper doucement dans le présent. « Ça va ?» lui souffla-t-il. Elle hocha la tête, lentement. Le regard toujours posé sur cet homme qui l'avait tant blessée, mais qui, aujourd'hui, avait choisi de venir malgré tout. Elle inspira profondément. Une bouffée de vent léger souleva sa robe et fit frémir les fleurs autour de l'arche. Puis elle se tourna de nouveau vers Laurent. « Oui, parce qu'aujourd'hui, je choisis ma propre famille. » Ces mots, dits sans force, mais avec une conviction tranquille, portèrent dans l'air une densité particulière. Le maître de cérémonie, un ami de longue date de Laurent, prit la parole. Il ne s'agissait pas d'un mariage religieux, mais d'un échange de vœux profondément humain. Chacun avait écrit quelques lignes, non pas pour jurer fidélité éternelle, mais pour reconnaître ce que l'autre avait éveillé en soi. Laurent parla le premier. Il évoqua la nuit où il avait trouvé Élise au bord de la route, la façon dont elle avait ravivé en lui quelque chose qu'il croyait mort. Il dit qu'aimer Élise, ce n'était pas la sauver, mais la rencontrer, à hauteur d'âme. Il termina simplement, les yeux humides, la voix stable. « Je veux passer ma vie à te regarder te construire et à construire à tes côtés, sans jamais te faire d'ombre. » Élise, la gorge nouée, parla ensuite. Elle évoqua la douleur de l'abandon, le poids des silences, le froid d'un monde sans main tendue. Elle dit que Laurent n'avait pas comblé un vide, mais qu'il lui avait appris à s'en libérer. Elle parla de l'enfant qu'elle avait été, de l'adulte qu'elle devenait, et termina d'une voix à peine audible mais parfaitement claire. « Je ne suis plus celle qui mendie l'amour. Je suis celle qui choisit d'aimer. Et je te choisis aujourd'hui et chaque jour à venir. » Les applaudissements furent discrets d'abord, respectueux, puis plus chaleureux. La musique reprit. Les invités entourèrent les mariés. Les enfants riaient, couraient entre les bancs. Dans tout ce tumulte heureux, Élise jeta un dernier coup d'œil vers le fond du jardin. Marc Dufour n'était plus là. Il s'était éclipsé discrètement, sans bruit, comme il était venu. Elle n'en fut ni soulagée ni bouleversée. Elle accepta sa présence comme on accepte une empreinte sur le sable. Elle avait existé, elle disparaîtrait. La fête se prolongea jusqu'au soir, simple et joyeuse. Pas de banquet exagéré, mais un repas convivial, des rires sincères, des danses maladroites. Laurent et Élise restèrent proches, mains serrées, regards complices. Ils n'avaient plus besoin de se dire grand-chose. Tout avait été dit. Plus tard, assis sur un muret en pierre, à l'écart des invités, ils observaient les lanternes suspendues dans les arbres. Laurent lui glissa un mot à l'oreille. « Tu es heureuse ?» Elle tourna lentement la tête, observa ses traits, sa sérénité. « Je suis en paix, et c'est plus rare encore. » Il l'embrassa doucement sur le front. Et dans ce geste, Élise sentit non pas la fin d'un voyage, mais l'ancrage profond d'un avenir qu'ils dessineraient ensemble, sans précipitation, sans illusion, mais avec une honnêteté que rien ne viendrait ébranler. Ce jour-là, elle ne portait pas le blanc d'une vierge offerte à un avenir parfait. Elle portait le blanc d'une femme libre, debout, qui avait traversé la nuit et qui, désormais, choisissait de bâtir sous le ciel qu'elle avait elle-même dégagé. Le soleil du printemps filtrait à travers les grandes baies vitrées de l'établissement, niché au cœur de la banlieue bordelaise, caressant le sol de sa lumière douce et réchauffant les murs clairs de cette école, pas comme les autres.
C'était une construction moderne, mais sans froideur. Les murs portaient des dessins, des phrases d'enfants, des photos d'atelier. Un parfum de peinture fraîche et de livres neufs flottait dans l'air. Au centre du hall d'entrée, une fresque colorée dessinée par les élèves représentait un arbre dont les branches portaient des mots. Espoir, confiance, partage, recommencer. Et juste en dessous, une inscription gravée sur une plaque. Chaque histoire mérite un nouveau départ. Élise marchait lentement dans le couloir principal, tenant la main de sa fille, Juliette, une enfant vive de 5 ans, aux yeux brillants de curiosité. La petite sautillait à moitié, serrant un petit livre contre sa poitrine, un de ceux que sa mère lui lisait chaque soir. Ce jour était spécial. C'était l'inauguration officielle de l'école qu'Élise avait contribué à fonder avec la Fondation Bellamy. Un projet né de mois de travail acharné, de réunions, de négociations avec les autorités locales, de levée de fonds, mais surtout de conviction. Cette école, elle ne ressemblait à aucune autre. Elle avait été pensée pour accueillir des enfants en rupture scolaire, en précarité, parfois sortis du système, parfois abîmés par la vie trop tôt. Ici, ils ne seraient pas évalués selon des notes, mais accompagnés selon leurs besoins, leurs talents, leurs blessures aussi. Laurent l'attendait à l'entrée de la salle polyvalente, vêtu simplement, le regard fier. Lorsqu'il vit Juliette courir vers lui, il s'agenouilla pour la recevoir dans ses bras. Le lien qu'il avait tissé avec la fillette était naturel, profond, construit sur une affection quotidienne. Il n'avait pas remplacé un père, il était devenu le sien par les gestes, par les histoires inventées le soir, par les promesses tenues. Élise arriva à leur hauteur. Il se redressa et l'embrassa sur la tempe. « Tout est prêt, lui dit-il. Ils n'attendent que toi. Tu es sûr ?» murmura-t-elle. « Je n'ai pas révisé de discours. » « Tu n'as pas besoin de discours. Il suffit que tu racontes pourquoi tout ça existe. » Elle sourit. Oui, elle savait quoi dire. Et surtout, elle savait pourquoi elle le disait. Ils entrèrent ensemble dans la salle. Les bancs étaient occupés par des familles, des enseignants, des bénévoles, des représentants de la mairie, mais aussi d'anciens élèves du premier programme d'éducation lancé par Élise. Certains étaient adolescents maintenant, et la regardaient comme on regarde une boussole. Élise monta sur l'estrade, salua calmement puis prit le micro. Elle chercha un instant ses mots, mais ils vinrent naturellement. « Je ne suis pas là aujourd'hui pour célébrer une réussite individuelle. Cette école n'est pas la mienne. Elle est celle de chaque enfant qui a un jour douté qu'il avait sa place dans le monde. Elle est celle de chaque parent qui s'est senti impuissant face à la détresse de son enfant. Elle est celle de chaque professeur qui a cru en un élève que d'autres avaient déjà condamné. » Elle marqua une pause, balaya la salle du regard. « J'ai connu, moi aussi, la peur de ne pas être assez, de ne pas être aimé, de ne pas être vu. Et un jour, quelqu'un s'est arrêté pour me regarder vraiment, pas pour me sauver, juste pour me dire « Tu as le droit d'exister. » Et ce jour-là, ma vie a changé. Sa voix se troubla légèrement, mais elle continua, avec une émotion contenue. « Je n'ai pas oublié d'où je viens. Je n'ai pas oublié le froid, le rejet, la solitude. Mais je sais maintenant que rien de cela ne me définit. Ce qui me définit, ce sont les choix que j'ai faits depuis. Aimer quand j'aurais pu me refermer, construire quand j'aurais pu fuir, et offrir une main tendue comme on m'en a tendu une. » Les applaudissements furent sincères, nourris. Élise redescendit de l'estrade. Juliette courut la rejoindre. Ensemble, main dans la main, elles firent le tour de l'école, saluant les enfants, répondant aux questions des parents, expliquant les projets futurs. À l'étage, dans une salle lumineuse, un petit bureau l'attendait. Sur la porte, une plaque discrète. Direction pédagogique. Élise Dufour-Bellamy. Plus tard, alors que les invités quittèrent les lieux, Laurent s'approcha d'elle. Ils s'assirent dans la cour, sur un banc sous un jeune érable. Le vent faisait bruisser les feuilles, et le soleil descendait doucement. « Tu te rends compte de ce que tu as fait ?» demanda-t-il. « Je ne l'ai pas fait seul. Tu l'as voulu, tu l'as imaginé, tu l'as porté. Moi, je n'ai fait que suivre. » Elle pencha la tête contre son épaule. « Tu as fait bien plus que suivre. Tu m'as cru capable, quand moi je ne l'étais pas encore. » Un silence tendre les enveloppa. Puis Juliette, qui jouait à quelques mètres, revint en courant. « Maman, regarde, j'ai dessiné notre maison. » Elle tendit un petit papier froissé, un dessin naïf mais touchant, une maison colorée.
3 figures souriantes, un arbre immense avec des cœurs suspendus à ses branches. Élise le prit, le contempla longtemps. « Elle est parfaite, murmura-t-elle. « C'est toi la maison, dit Juliette, c'est toi qui nous abrites. » Élise sentit les larmes monter, mais cette fois, elle ne les retint pas, parce que cette phrase contenait tout ce qu'elle avait traversé, tout ce qu'elle avait bâti, tout ce qu'elle était devenue. Et alors que le jour déclinait lentement, elle sut sans aucun doute qu'elle avait trouvé son lieu. Pas un toit, pas un bâtiment, mais une vie qui tenait debout, une nouvelle maison dans le cœur de ceux qu'elle aimait et dans le sien enfin apaisé.